Pour que Jean continue de rire avec ses amis, que Juliette profite des récrés comme les autres, que Françoise partage encore des soirées théâtre avec son petit-fils et que Pierre assure lors de ses déjeuners d'affaires. Tous les jours, les audioprothésistes Audilab sont à votre écoute. Retrouvez le centre Audilab proche de chez vous sur audilab.fr. Audilab, ensemble pour une belle écoute. Le récit. Le 28 janvier 1978, à Sacramento, en Californie, le FBI se rend au domicile de Richard Trenton Chase pour l'arrêter. La veille, l'homme de 28 ans a commis pas moins de 4 assassinats, tuant tour à tour Evelyn Miroth, son fils Jason, âgé de 6 ans, son neveu de 22 mois, David, ainsi qu'un ami d'Evelyn, Danny Meredith. Sur la scène du crime, la maison d'Evelyn Miroth, il avait laissé des traces de sang partout. Sur l'une d'elles, ce sont les marques de ses 2 mains qui ont été retrouvées, de parfaites empreintes digitales qui signent clairement le crime de Richard Chase. L'Amérique, qui est dirigée par Jimmy Carter depuis 1 an, découvre alors l'un des serial killers les plus abominables de l'histoire, car en réalité, cela faisait 1 mois que le FBI traquait ce déséquilibré. Tout a commencé à l'est de Sacramento le 29 décembre 1977. Ambrose Griffin, un ingénieur, décharge des courses de sa voiture quand il s'effondre. Son épouse accourt vers lui, croyant à une crise cardiaque. Elle n'a pas entendu les 2 détonations de carabine 22 longs rifles, dont une a perforé le corps de son mari. Les secours n'ont rien pu faire. Ambrose Griffin est mort aux urgences, il avait 51 ans et était père de 2 enfants. Lors de son autopsie, les enquêteurs retrouvent la balle de 22 longs rifles qui l'a tué. Grâce à la balistique, on assiste alors au début d'une série de crimes, tous commis par le même homme avec la même arme, dans le même quartier de Sacramento, à quelques pâtés de maison de là où Griffin a été abattu. Courant janvier, le couple Edwards signale quant à lui à la police que sa maison a été cambriolée en pleine journée. Rien n'a été volé, mais fait étrange, les vêtements de leur bébé étaient couverts d'urine et des déjections jonchaient son petit lit. Robert Edwards a bien vu l'homme s'échapper par l'arrière de la maison. Il l'a poursuivi en vain. En déposant plainte, Edwards décrit un homme maigre, sale, aux cheveux bruns. D'autres faits émergent et collent à ce signalement, comme celui de cette vieille dame qui dit avoir vu l'homme en train de tenter d'ouvrir ses fenêtres, ou cette voisine qui apprend aux enquêteurs que 2 jours plus tôt, on a tiré sur sa maison. Et surtout celui de David Wallin, qui en rentrant du travail découvre sa femme Teresa enceinte de 3 mois, éventrée du nombril jusqu'au sternum. Elle a été éviscérée et ses parties génitales découpées. La scène d'une barbarie absolue est insoutenable. Et si certains des organes sont éparpillés autour du cadavre, d'autres ont carrément disparu. Encore plus glaçant, les policiers découvrent un pot de yaourt qui a contenu le sang de la victime. 2 traces de lèvres sur les bords laissent penser que l'assassin a bu son sang. En enquêtant, le FBI comprend rapidement qu'avant d'être massacrée, Teresa Wallin a reçu elle aussi 2 balles de 22 longs rifles, des balles qui appartiennent au même tireur que les crimes précédents. 4 jours plus tard, un nouveau crime est signalé à Sacramento. Cette fois, c'est un voisin qui a découvert l'horreur dans la maison de la famille Miroth. 3 cadavres. Celui d'un ami de la famille, Dan, 51 ans, gît dans une mare de sang dans l'entrée. Et le corps de Jason Miroth, 6 ans, au pied du lit de sa mère. Tous les 2 ont reçu une décharge de calibre de 22 en pleine tête. Sur le lit, il y a le corps d'Evelyn Miroth qui, comme Teresa Wallin, a été totalement massacrée. À l'aide d'un couteau, l'assassin a découpé l'abdomen de sa victime, a retiré des organes. L'autopsie révélera même qu'elle a subi des rapports sexuels après son décès. La police sait donc maintenant qu'en plus d'être un vampire et peut-être même un cannibale, l'homme recherché s'adonne à la nécrophilie. Mais en étudiant la scène du crime, la police comprend vite qu'il y a une 4e victime. C'est David, le petit-neveu d'Evelyn. Elle le gardait ce jour-là et il a disparu. Sauf qu'à en croire la trace de sang dans son berceau et la douille de 22 longs rifles, on peut être certain qu'il a été tué lui aussi et que l'assassin a emporté son corps. Une nouvelle fois, une voisine décrit l'homme maigre, brun, aux cheveux sales. Elle précise qu'il était vêtu d'une parkade couleur orange. C'est aussi cet homme qu'a croisé Nancy Holden. Il l'a même abordé dans la rue. Elle ne l'a pas reconnu tout de suite, pourtant, c'est un ancien camarade de classe. Il portait bien une parka orange et il avait du sang sur les mains. Il lui a fait peur. En le dénonçant, Nancy révèle aux enquêteurs le nom de l'homme qu'il recherche depuis 1 mois déjà, Richard Chase. En l'arrêtant dans son appartement, le FBI découvre l'univers abject dans lequel vit Chase,
Des traces de sang, il y en a partout. Des os traînent ça et là. Il y a des excréments au sol. C'est une puanteur. Richard Chase affirme qu'il a seulement tué quelques chiens. Mais la piste du vampire et du cannibale se confirme bien. Dans la cuisine, il y a 3 mixeurs remplis de sang et sur le lit de Chase, une assiette qui contient des morceaux de cervelle et d'autres organes baignant dans le sang. La cervelle, c'est celle du petit Jason. Après l'avoir décapité, Chase a eu le temps, avant son arrestation, d'aller déposer le corps dans une église. En tout, Richard Chase a donc commis 6 assassinats. Reconnu, malgré tout, sain d'esprit, il comparaît devant la justice américaine. Début 1979. Le procès très médiatisé permet de revenir sur la vie de Chase, d'apprendre qu'il a grandi auprès d'une mère paranoïaque qui redoutait que son mari, le père de Richard, ne l'empoisonne. Que jeune adolescent, Richard Chase s'amusait à tuer des lapins et déjà à boire leur sang. Les ex-petites amies de Richard Chase révèlent, elles, au cours du procès, qu'il a toujours été impuissant. L'année qui a précédé les meurtres, Richard Chase est même allé jusqu'à s'injecter du sang de lapin à l'aide d'une seringue. Cela lui a valu un internement en hôpital psychiatrique ou même sous traitement. Les infirmières avaient peur de lui. Au terme de 4 mois de procès, Chase est reconnu coupable, condamné à mort. En prison, il souffre de dépression, d'anxiété et a des hallucinations. On lui prescrit donc un antidépresseur très puissant. Durant des mois, il dissimule qu'il ne prend pas son traitement. Le 26 décembre 1980, Richard Chase avale toute sa pharmacie d'un coup et meurt à 30 ans d'une overdose dans sa cellule.